Bien, mesdames, messieurs, merci de nous accueillir. Moi, je vais compléter les exposés de mes collègues en vous parlant un peu d'un mélange entre politique et stratégie à l'échelle du bassin de la Dordogne. Le bassin de la Dordogne, dont moi je travaille, je suis directeur d'un établissement public qui travaille sur les 6 départements concernés par l'ensemble du bassin de la Dordogne. Vous le voyez ici, il y a sur ce bassin plus de 4800 barrages, seuils, et ce, de toute nature. Inutile de vous dire que la continuité écologique, ça nous motive, ça nous concerne, ça nous interpelle. Des barrages, on en a de toute nature. Et vous allez voir que le problème est important. On a des grands barrages hydroélectriques gérés par EDF. On a de la microélectricité gérée par des particuliers. Et on a bien évidemment des moulins de toute taille dans cette grande diversité. Ironie de l'histoire, nous avons aussi sur ce bassin 8 espèces de poissons migrateurs qui, depuis tout ce temps-là, ont perduré, dans des conditions plus ou moins délicates parfois, mais qui nous ont valu quand même la reconnaissance de l'ensemble du bassin comme une réserve mondiale de la biosphère. Bon, donc réserve mondiale de la biosphère avec 4800 seuils, moulins, barrages, ça veut dire que quelque part, il y a des possibles. Nous avons donc sur ce bassin versant des cours d'eau qui sont classés en liste 1 et en liste 2. Donc liste 1, c'est on doit équiper les seuils pour poissons migrateurs. Liste 2, c'est on ne peut plus construire d'autres, sans équipement valable. Le seul problème que l'on a, et je reviendrai dessus, c'est que sont annexés à ces classements des annexes. Et des annexes qui précisent des listes d'espèces à faire migrer, et je reviendrai là-dessus. On a dans ce bassin versant des enjeux piscicoles d'importance tout à fait variable. On a de grands migrateurs, le saumon, la lauze, la lamproie. Et ça, c'est un enjeu d'intérêt européen. Ces poissons-là sont globalement en danger au niveau européen et chaque bassin doit assumer ses responsabilités par rapport à la survie de ces espèces. Donc, on a tendance à considérer que partout où ces grands migrateurs remontent, mais vous allez voir qu'ils ne remontent pas partout, on a plutôt tendance à vouloir faire les efforts nécessaires. D'autant plus que pour ces grands migrateurs, la migration, c'est un aspect vital. Vous savez qu'ils vont ou se reproduire ou grossir dans la partie amont des cours d'eau et qu'ils ont un impératif besoin d'aller en mer. Donc la continuité écologique, dans ce cas-là, se justifie évidemment. Donc on a tendance, sur le bassin de la Dordogne, à essayer d'analyser ce problème comme un problème prioritaire. Mais attention quand même lorsqu'on parle de priorité. Quels que soient les dispositifs que l'on met en œuvre, il faut aussi étudier le cumul des impacts. C'est-à-dire, en gros, dans la technologie actuelle, au bout de 3, 4, 5 seuils, globalement, on considère que les poissons ne peuvent plus monter, ils ne trouvent pas les entrées, ils sont fatigués, ils sont épuisés, globalement, ça ne sert à rien. Donc imaginez bien que lorsque vous avez 40 seuils sur un cours d'eau, c'est assez illusoire d'imaginer qu'on va les faire monter plus haut. Alors, on a aussi dans ce débat des enjeux piscicoles d'ampleur extrêmement variable. On peut justifier de débats sur la continuité, par exemple, lorsqu'on a de la moule perlière. C'est une moule qui est assez rare en France encore et qui, pour arriver à se propager, a besoin de supports piscicoles. C'est-à-dire qu'en gros, elle a besoin de poissons qui perdurent dans le cours d'eau pour pouvoir assurer toutes ces fonctions. Mais en fait, sur toutes ces espèces-là, on a très peu de données et on connaît assez peu les choses. Donc là encore, un manque de données scientifiques. En plus de ça, lorsqu'on va parler de continuité piscicole, et là je reviendrai là-dessus après, il faut savoir de quel poisson on va parler. Mais avant d'avancer sur cet aspect-là, je voudrais revenir 30 secondes sur les poissons migrateurs. On a sur le bassin de la Dordogne 3 grands barrages qui sont situés dans la partie médiane, à Bergerac, Tuilière et Mozac. Ces 3 grands barrages sont à l'origine de l'affaiblissement, voire de la disparition des poissons migrateurs sur les grands axes, la Dordogne, la Vézère, sur les grands axes. Et la question d'emblée qu'on se pose en matière de stratégie, c'est comment assurer que ces poissons-là vont pouvoir passer sur ces 3 barrages. Alors, bien sûr, ils sont gérés par EDF, et le constat est que depuis 1978, où on travaille sur ces seuils, il y a eu 1 passe à poisson, 2 passes à poisson, 3 passes à poisson, mais on a toujours beaucoup de mal à avoir des passes à poisson efficaces sur ces grands barrages, alors qu'EDF est quand même une entreprise avec des moyens, et qu'il est bien évident que la question qu'on se pose, c'est pourquoi aller, j'allais dire,
fort trivialement, embêter des moulins sur des affluents, alors même qu'on n'arrive pas à régler de façon complète, permanente et définitive le verrou principal, parce qu'EDF est puissant, parce qu'EDF, j'allais dire, les investissements sur l'environnement dépendent de la politique environnementale d'EDF, qui dans ces périodes un peu troublées est plutôt debout sur les freins. Donc oui, aller discuter avec les moulins sur les affluents, mais tant qu'on n'aura pas réglé le verrou avec les grands opérateurs que sont EDF sur la part basse, j'aurais tendance à penser qu'on a peut-être du temps à se donner avant d'aller travailler sur les affluents. Donc voilà, sur les grands migrateurs, on a tendance à dire ne précipitons pas les choses, il y a du temps pour réfléchir. Le deuxième aspect, sur les affluents maintenant, on oublie les poissons migrateurs, les grands migrateurs, et on revient sur les affluents. De quelle façon parle-t-on ? On parle de poissons qui, depuis très très longtemps, sont des poissons qui n'ont plus rien, j'allais dire, d'historique. Vous connaissez tous dans ce pays les pratiques d'alvinage. On n'a jamais été capable dans ce pays d'adapter les pratiques de pêche à la réalité d'une source naturelle. On a toujours considéré que tout le monde devait pouvoir pêcher partout, sans limite pratiquement. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, comme vous le voyez là, on lâche des poissons parce qu'on veut des poissons, donc on lâche des poissons. Ces poissons-là, donc, sont destinés à être pêchés. Et lorsqu'on veut parler de continuité écologique, et surtout qu'on veut le mettre en rapport avec la biodiversité et avec une certaine forme de naturalité, faut-il s'occuper de ces poissons qui ont été déversés depuis des années et chaque année, qui ont complètement modifié le peuplement? Est-ce que ces poissons-là ont réellement besoin de monter pour aller où? Pour se reproduire où? Comment? Et pour donner quoi? On ne leur laisse pas le temps de se reproduire. Globalement, quand on les déverse, on a aussi montré scientifiquement que des poissons déversés vont globalement perturber le peu de poissons sauvages qui éventuellement resteraient là. Donc, quel poisson pour aller où? C'est vraiment un problème, c'est une question qu'on devrait se poser. C'est-à-dire confronter chaque analyse sur le besoin de continuité écologique à l'analyse de l'historique des pratiques halieutiques, c'est-à-dire de pêche, des pratiques piscicoles, c'est-à-dire en gros de déversement. Et quand on aura, si vraiment on faisait le choix, comme les Québécois l'ont fait par exemple, d'adapter les usages à la ressource, c'est-à-dire lorsqu'ils ont terminé, lorsqu'ils ont pris le quota de poissons qui permet de laisser les reproducteurs sur le cours d'eau, eh bien on ferme le cours d'eau ou on ferme le lac et on arrête la pêche. En France, on n'arrête pas, on n'a pas choisi ça, on a choisi de remettre du poisson pour qu'il y ait du poisson. Pour la petite histoire, on a aussi remis les poissons qu'on avait envie de voir. Je cite l'exemple de la Dordogne où on a introduit le silure parce que les pêcheurs voulaient impérativement avoir d'énormes prises. Donc on met ce qu'on a envie de voir. On est bien loin là d'une naturalité, on est bien loin là d'une biodiversité naturelle qui justifierait peut-être des investissements. Surtout que ces investissements sont extrêmement lourds. On s'est amusé sur la Dronne, qui est un cours d'eau affluent de l'Ise, à travailler avec sur un projet de l'agence de l'eau, à travailler avec les propriétaires de moulins. Ce qu'on a constaté, c'est que les passes à poissons, en gros, pour faire passer la lauze, le saumon, vous comptez 200 000 €, entre 150 000 et 200 000 €. Les propriétaires nous disent, c'est à peu près ce que vaut mon moulin. C'est quand même extrêmement délicat d'insister dans cette direction-là. Comment voulez-vous que quelqu'un mette 200 000 €? Et puis la question qui va juste derrière, c'est que la continuité écologique, c'est sur le barrage numéro 6, 7, 8, 9, quand vous en avez 40. Et donc on fait les études sur les 40, mais on fait les études en rapport avec l'annexe qui va avec le classement du cours d'eau, cette fameuse liste d'espèces. Et à titre d'exemple, j'ai la lauze qui apparaît jusqu'au barrage numéro 30, 25. Or, je sais que de toute manière, la lauze est un poisson qui ne remontera pas au bout de 2 ou 3 barrages. Même quand on a des passes à poissons à 1 million d'euros, elle ne remonte pas. Elle se fatigue très vite, elle ne le trouve pas. Donc, on n'a pas réglé le nœud gordien que constituaient les barrages EDF. On a gardé la lauze dans les annexes de cette foutue liste qui accompagne le classement. Et donc, de fait, nous, on se trouve à aller demander à des propriétaires d'investir sur des passes à poissons à 200 000 €. Inutile de vous dire que là, on est plutôt mal à l'aise et que globalement, on essaye de calmer le jeu et de dire, attendons, tu
aura un nombre d'aloses incalculables qui remonteront sur la Dordogne, là où il y a vraiment des enjeux. Quand le saumon remontera, là, ça vaudra peut-être le coup. Alors ensuite, je reviens 30 secondes sur les équilibres sédimentaires. On parle de sédiments. Et je rejoins mes collègues, de quels sédiments parle-t-on? Lorsqu'on regarde ce qu'il y a dans les retenues, notamment des petits moulins, les 3/4 des sédiments qu'on trouve ne sont plus des sédiments originels, parce qu'on a perdu du débit, parce qu'on a perdu de la dynamique fluviale. Ce qu'on retrouve, c'est les sédiments qui viennent du champ du dessus ou du champ juste au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le résultat des pratiques agricoles qu'il y a au-dessus. Est-ce que c'est vraiment ces sédiments-là qu'on veut faire passer? Quel intérêt y a-t-il à faire descendre des sédiments de très mauvaise qualité pour les faire descendre vers l'aval, quitte à perturber encore les zones de reproduction vers l'aval? Donc là encore, il faut être extrêmement prudent. Il faut vraiment faire des diagnostics précis pour savoir de quoi on va parler et quels sont les risques que l'on va développer. Alors, les moyens d'action sont lourds, coûteux, hors de portée, ça je vous l'ai dit. Et en conclusion, des interrogations sur la méthode. Je penserais vraiment qu'il faudrait revoir ces annexes. Elles ont été faites, il faut bien le dire, au doigt mouillé, parce que ce furent des débats départementaux où on n'avait aucune analyse à l'échelle des grands bassins, on n'a pas priorisé les grands migrateurs, on n'a pas pris en charge cette espèce de lucidité qui devait permettre d'adapter les solutions à la réalité des problèmes, et maintenant, ces solutions-là, socialement, deviennent le problème. Donc, pas de stratégie, pas de discrimination entre les grands migrateurs et les poissons, entre guillemets, ordinaires, qui font l'objet de pratiques halieutiques tout à fait discutables. Donc, des solutions trop systématiques, un manque de vision stratégique. Voilà un peu ce que l'on proposerait, c'est des listes d'ouvrages et d'intérêt national. Il faudrait vraiment qu'on discute qu'est-ce que l'on veut faire au niveau du territoire national avec ces grands migrateurs. Est-ce qu'on veut, oui ou non, les garder, sur quel bassin et comment on va faire? Est-ce qu'on va imposer aux grands opérateurs comme EDF de faire tout ce qu'il y a à faire pour que ça passe? Parce que tant qu'ils n'auront pas fait ça, ce n'est pas la peine pour les affluents. Ça ne servira à rien. Hein. Et sur les cours d'eau plus locaux, discutons au cas par cas. Prenons en charge tous les aspects sociologiques qui ont été évoqués par le collègue, et puis surtout travaillons très en amont par la concertation avec les propriétaires pour ne faire que ce qui est vraiment utile de faire. Il y a souvent des travaux faciles à faire. Pour l'anguille, par exemple, qui est beaucoup moins délicate, là, on n'est plus à 150 000 €. On arriverait à des dispositifs pour faire passer l'anguille à 10 000, 15 000, 20 000 €. Donc ça devient acceptable avec des aides de l'Agence de l'eau. Mais pour le reste, je crois vraiment qu'il faut se remettre à réfléchir de façon très, très conséquente sur tous ces problèmes-là. Je vous remercie.